Comment investir dans l'immobilier en 2025? Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur, avocat expert en droit immobilier et fiscalité immobilière. Et la question en ce début d'année est vraiment comment continuer à investir ou comment tout simplement se lancer dans l'investissement immobilier. Vous êtes peut-être débutant, vous êtes peut-être confirmé, il y a de multiples situations. Toujours est-il qu'en ce début d'année 2025, on peut déjà relever une tendance, c'est la baisse des taux immobiliers, comme j'ai eu l'occasion d'en parler dans une précédente vidéo, qui est de nature à vous permettre d'investir dans l'immobilier. Maintenant, comment le faire? Concrètement, vous devez appliquer une méthode. C'est-à-dire que vous devez prendre des renseignements, vous former sur la fiscalité, sur la rentabilité, que ce soit avec l'aide de professionnels, que ce soit avec l'aide de formation, que ce soit même recueillir des informations avec des supports gratuits comme des blogs ou des chaînes YouTube. Mais là, attention, je vous rappelle qu'il faut toujours sourcer ces informations car on trouve énormément de bêtises sur Internet. Donc commencez par acquérir déjà un petit vernis avant de vous lancer bille en tête dans l'investissement immobilier. Ne faites pas ce que j'ai fait il y a 25 ans, c'est-à-dire n'achetez pas juste un bien sans faire de calcul, etc. Puisque dans le comment investir, vous avez ce que j'appelle le calcul de rentabilité. Alors vous avez plusieurs options. Si vous avez beaucoup d'argent d'épargne et que vous ne savez pas comment la placer, vous pourriez très bien vous dire au diable la rentabilité. Et donc je vais acheter un bien, je sais à peu près combien il va me rapporter, je sais à peu près combien va me coûter chaque mois mon crédit, je vais mettre de mon épargne au bout et tout va bien, on ne se soucie plus de la rentabilité. Cela dit, la plupart des investisseurs immobiliers vont maintenant beaucoup plus loin, ils essayent d'être au moins à l'équilibre, c'est-à-dire de ne pas avoir à remettre de l'argent tous les mois. Et pour ça, c'est là qu'entre en jeu l'utilisation d'outils de calcul tels que vous trouverez ces outils sur des sites internet, qu'ils soient gratuits ou payants. Là encore, ne prenez pas n'importe quoi, il y a quand même des sociétés bien établies qui existent depuis de nombreuses années, qui proposent des utilitaires de calcul et il n'y a pas de secret. C'est lorsque vous allez souscrire un abonnement de quelques dizaines d'euros par mois que vous aurez des utilitaires de calcul qui sont correctement faits et qui vont vous permettre de calculer non seulement votre rentabilité avant impôt, mais également d'avoir une vision sur votre imposition en fonction du type de location du bien, du type d'achat, de la façon dont vous l'achetez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le préalable. Vous déterminez votre marché. Par exemple, pour connaître le prix moyen au mètre carré, vous allez aller sur un site tel que meilleursagents.com qui vous donne des prix moyens au mètre carré par numéro de rue dans telle ou telle ville en France. Donc vous le voyez, ça c'est un petit peu le préalable. Ça vous évitera d'acheter un bien 15 ou 30% plus cher que le prix du marché. Même si par ailleurs, le vendeur un peu malin l'avait mis très cher et vous fait une remise qui vous semble intéressante. Autre erreur à éviter. Vous commencez par ça, ensuite vous étudiez votre marché locatif, là encore avec des outils que vous avez sur Internet. Vous pouvez très bien aller sur le site de l'INSEE pour recueillir des statistiques. Si vous voulez vous lancer dans la location étudiante, allez voir quel type d'école il y a, le nombre de locataires étudiants, etc., etc. Vous vous renseignez sur la ville. Vous pouvez aussi suivre l'évolution démographique de la ville au fil du temps. Donc autant d'éléments d'information qu'il est indispensable de recueillir avant de vous lancer réellement dans l'achat. Ensuite, toujours dans le comment, dans le process, eh bien, faites-vous accompagner à l'occasion du processus d'achat par des professionnels. C'est rarement par des avocats, c'est plus souvent par un notaire, notamment au stade de la rédaction de ce qu'on appelle l'avant-contrat. L'avant-contrat, c'est le compromis ou la promesse de vente, qui sont des actes qui sont de plus en plus réglementés, tout simplement parce qu'il faut fournir de plus en plus d'informations précontractuelles. Le montant des diagnostics et l'épaisseur des diagnostics ne cessent d'augmenter, d'accord, avec un montant en euros qui ne cesse d'augmenter aussi. Alors j'ai entendu récemment parler d'un nouveau document facultatif qui serait proposé par des commissaires de justice, puisque maintenant les huissiers de justice, ça s'appelle des commissaires de justice. Donc c'est un outil facultatif qui serait un constat de décence du logement, à mon avis. On verra, mais je ne pense pas que ça aura un gros succès parce qu'on a déjà des diagnostics de performance énergétique. Le logement doit de toute façon correspondre à des critères de décence. Et sur les critères de décence, sachez qu'ils sont extrêmement nombreux. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire un épisode spécial de mon podcast pour investisseurs, le droit d'investir, sur les critères de décence. Épisode qui a été publié à la fin de l'année 2024. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté du droit d'investir
en cliquant sur le lien que vous avez dans la description ou sous la vidéo. Cela dit donc, en tout état de cause, vous aurez besoin que votre logement réponde aux critères de décence. Donc obtenir un certificat de décence du logement, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Vous avez aussi le diagnostic d'installation intérieure d'électricité, l'amiante, le plomb, bref, il y a énormément de diagnostics obligatoires et votre notaire va aussi faire des vérifications d'urbanisme. Comme je le dis très souvent, c'est par exemple un notaire qui va détecter s'il y a un problème d'urbanisme, d'alignement, etc. Ce que ne verra pas forcément un agent immobilier qui n'a pas le même niveau juridique, c'est normal, ce n'est pas les mêmes professions. Je rappelle que l'agent immobilier est là pour vous vendre l'immobilier. Le notaire est là pour assurer la sécurité juridique des transactions. Ils n'ont pas le même rôle et il a un rôle de conseil particulièrement étendu vis-à-vis des parties. Donc si vous êtes l'acheteur, prenez votre propre notaire pour qu'il vous accompagne à l'occasion de la signature de l'avant-contrat, c'est-à-dire le compromis ou la promesse. Ensuite, vous allez aller voir votre banquier. Alors, il arrive de plus en plus fréquemment que les acheteurs potentiels aillent voir leur banquier pour connaître leur capacité d'emprunt. C'est une chose qui a double tranchant dans le process, dans le comment, tout simplement parce que s'il s'écoule 6 mois entre le moment où votre banquier vous a dit vous pourriez emprunter jusqu'à 250 000 € et que vous ne trouvez donc que 6 mois après le bien, peut-être que votre situation aura changé, peut-être que votre interlocuteur aura changé, peut-être que les conditions de marché bancaire auront changé et qu'on vous dira vous ne pouvez plus emprunter que 220 000 €. Donc, le faire à l'avance, ça peut être bien pour avoir une estimation globale, mais ce n'est pas du tout une garantie de quoi que ce soit. En tout état de cause, après la signature du contrat, la plupart d'entre vous va chercher à obtenir un prêt bancaire. Donc évidemment, il ne faut pas non plus déraisonner. Et je vous recommande, si vous êtes débutant, de vous lancer sur un achat immobilier pas trop important. Ne commencez pas sur un immeuble de rapport à 700 000 € pour une première opération. Il y a un minimum de bon sens également. Vous pouvez aussi vous renseigner pour vous faire accompagner par des amis qui ont déjà investi dans l'immobilier. Par contre, n'hésitez pas à ne pas écouter les gens qui vont vous dire « Oh, c'est trop risqué, il y a ceci, cela ». Souvent, c'est des gens qui ne font rien, justement. Donc, allez plutôt vous renseigner auprès d'autres investisseurs immobiliers et rejoignez les groupes, que ce soit des groupes d'investisseurs en présentiel, en physique, ou que ce soit des groupes Facebook sur lesquels vous avez des gens qui investissent déjà depuis de nombreuses années. Il y a quelques dizaines de groupes Facebook sérieux, dont d'ailleurs mon propre groupe, Jurissimo Invest. Cela dit, donc, obtention du crédit, et l'étape suivante, ça sera tout simplement la réitération de l'acte par acte notarié. Et là, vous devenez réellement propriétaire. Attention, ce n'est pas du tout fini. Il va y avoir la phase de travaux, la phase de mise en location. Et pour la phase de mise en location, si vous décidez de passer vous-même vos annonces sur Internet, sachez que là encore, il y a une liste d'obligations et de mentions obligatoires sur les annonces qui ne cesse de s'allonger d'année en année, avec de nouvelles obligations depuis le 1er janvier 2025. Donc là, faites très attention à la rédaction de votre annonce, car ces obligations sont pénalement sanctionnées. Par exemple, vous devez impérativement mentionner la classe énergétique de votre logement. Et depuis le 1er janvier 2025, sont interdits à la location les logements classés en classe énergétique G. Donc vous devez connaître toutes ces choses pour éviter de faire des bêtises et de risquer de vous prendre des peines d'amende. Parce qu'évidemment, quand il y a des obligations, il y a souvent des peines d'amende qui sont prévues pour faire respecter les obligations. Sinon, ces obligations n'ont pas une grande portée. D'accord ? Donc, les travaux, là encore, attention, prenez la bonne société, vérifiez un peu qui c'est. Si c'est une recommandation, ça ne vous empêche pas de vérifier quand même le sérieux de l'entreprise. Donc, travaux, mise en location. Et puis, dans certains cas, par exemple, si vous faites de la location meublée, vous devrez également, en plus, aller vous inscrire sur le site internet de l'INPI pour déclarer votre activité de loueur en meublé. Donc, n'oubliez pas de procéder à l'ensemble de ces formalités. De la même façon, renseignez-vous au préalable sur votre statut. Est-ce que vous allez faire du micro-BIC si vous êtes en meublé ? Quel va être le régime fiscal et social ? Quel va être votre régime fiscal si vous faites de la location nue ? Régime des revenus fonciers. Tout ça a un impact et comme je le disais, normalement, si vous m'avez écouté, vous aurez déjà fait une simulation chiffrée au préalable avec un outil de calcul. Mais la simulation chiffrée vous donnera un aperçu, ce n'est pas elle qui va faire les démarches à votre place, comme par exemple l'inscription en qualité de loueur meublé auprès de l'INPI. Donc, effectuez toutes ces démarches. Évidemment, dans certains cas,
Si vous êtes loueur en meublé au réel, si vous achetez en société, vous allez devoir prendre un expert comptable. Donc là, conseil supplémentaire, prenez un expert comptable qui soit spécialisé dans l'immobilier. En effet, bien souvent, les chefs d'entreprise ont tendance à prendre leur expert comptable qui est celui habituellement qui s'occupe des comptes de l'entreprise, ce qui ne signifie pas pour autant que cet expert comptable sera compétent en droit immobilier. De la même façon, si vous venez me voir pour me parler de droit de l'agriculture, ça va pas être terrible comme résultat. Et de toute façon, je vais vous dire non, c'est pas mon rayon. D'accord? Donc, prenez un professionnel de la comptabilité qui soit aguerri dans le domaine de l'investissement immobilier. C'est très important. Vous le voyez, pas mal de démarches. Évidemment, on va rajouter une petite couche dans le comment investir, dans le process toujours, si vous avez décidé d'investir en société. Mais là, à moins que vous ne soyez très aguerri, je vous conseille de prendre un rendez-vous de conseil au préalable. Je suis notamment à votre disposition dans ce domaine pour choisir entre l'investissement en nom propre et l'investissement en société. Pour ceux qui vont encore plus loin, il y a la fameuse histoire de la holding. Est-ce que vous devez constituer une holding? À quel moment? Bon, je ne vous spoil pas, vous pourrez retrouver d'autres vidéos sur la chaîne où j'en parle, mais quand même, dans la grosse majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de holding pour investir dans l'immobilier. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a jamais besoin. C'est-à-dire comment, au début, a priori, vous n'en aurez pas besoin. Bon, j'en profite pour vous donner un petit bonus. On me pose très fréquemment une question. Comment puis-je utiliser l'argent de ma société commerciale? Typiquement, je suis un freelance informatique. J'exerce en SASU et je vais utiliser l'argent pour acheter ma résidence principale. Eh bien, il va falloir se verser des dividendes ou se rémunérer d'une façon ou d'une autre. En tout état de cause, tous les montages un peu alambiqués du style je vais me louer à moi-même, je vais l'acheter via ma société, etc. Voilà, oubliez ce genre de choses. De la même façon, si vous espérez faire financer votre résidence principale avec un achat locatif parce que c'est un seul lot que vous allez diviser en deux, etc., c'est très mauvais. Globalement, c'est des choses que je déconseille, sauf si vous voulez vous attirer des petits ennuis fiscaux. Revenons à notre comment investir en 2025. Donc, pour moi, en 2025, comment investir? Ça va être surtout investir justement en société. Et pour créer les sociétés, prenez encore une fois le conseil d'un professionnel. Évitez les legal tech parce que vous n'aurez pas de conseils. Et vous lancez dans l'investissement immobilier sans prendre de conseils, pour moi, c'est extrêmement risqué. J'ai récemment eu un client qui m'a dit que même pour une immatriculation auprès de l'INPI, en micro BIC, eh bien, la Legal Tech s'était plantée. Donc, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, d'accord? Mais quand même, pour des choses aussi simples, là, si vous ne savez pas faire, demandez plutôt à votre expert comptable spécialisé dans l'IMO de le faire à votre place. Vous le voyez, il y a quand même tout un processus. Il faut respecter les choses, les faire dans le bon ordre. Et si vous faites ça, vous allez normalement, en 2025, réussir à faire des choses sans grand risque. Pourquoi? Parce que le marché du locatif n'a jamais été aussi tendu. Donc vous pouvez louer en nu, vous pouvez louer en meublé, vous pouvez louer en meublé classique, colocation, location courte durée, vous pouvez acheter des immeubles de rapport, vous pouvez acheter en nom propre, vous pouvez acheter en société. Il y a énormément de choses à faire du moment que vous le faites correctement et vous pouvez acheter à peu près n'importe quoi à condition que ça soit au bon prix et que vous ayez fait votre étude de marché. En réalité, les prérequis, ils sont là. Et si vous suivez scrupuleusement des règles de base et de prudence, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, on n'échappe jamais aux imprévus. Et dans le comment, un autre conseil, n'investissez pas si vous n'avez pas un minimum d'épargne de précaution ou de trésorerie. J'ai vu parfois des propositions d'achat sur des immeubles de rapport à 200, 300, 400 000 euros avec des travaux, et l'investisseur avait 10 000 euros de côté. Non, non, non et non. Parce que si vous avez 5 000 euros de travaux, mais que vos travaux au final c'est 15 000, c'est mort, votre projet est planté, littéralement. Donc dans le comment, il y a aussi une notion de prudence. Ne faites pas les choses comme une tête brûlée, posez-vous, examinez les chiffres. L'investissement immobilier, c'est du calcul, d'accord? Alors, toujours dans le comment faire, j'ai tendance à dire aussi, ne jouez pas le rôle de bailleur social. Alors, vous êtes les plus gentils du monde, d'accord, très bien, mais l'État prend déjà l'argent du contribuable pour jouer le rôle de bailleur social. Donc ce n'est pas à vous de le faire. J'entends par là que si on vous apitoie
oui, mais vous comprenez, etc. Ça commence pas très bien. De la même façon, de façon très concrète, si le locataire commence à vous dire « Est-ce que je peux vous régler le dépôt de garantie plus tard ? Est-ce que je peux vous payer le premier loyer en 2 fois parce que là, j'ai un souci temporaire ?» Ça commence très mal. Et moi, typiquement, c'est un warning et je ne prendrai pas ce type de locataire. Voilà, c'est clair et net. Ça ne veut pas dire qu'il faut être désagréable. Ça veut dire que ce n'est pas votre rôle de faire ça. Vous êtes un bailleur privé, sachez que l'État ne vous aidera pas en cas de problème. Voilà, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et en 2025, la tendance est toujours la même. On voit encore quand même, heureusement c'est marginal, mais des histoires de squat où les propriétaires se font condamner pour avoir tenté de récupérer leurs biens, alors que les squatteurs ou les locataires vont rester là des années sans payer. L'État n'est pas de votre côté, soyons clairs. La loi de 1989, qui est censée régir les rapports locatifs entre le propriétaire et le bailleur, a institué un déséquilibre flagrant en faveur des locataires. C'est clair et net. Okay ? Donc dans le comment investir, moi je dis jouer un rôle de bailleur privé, mais pas de bailleur social. N'oubliez pas non plus que vous rendez un service et que personne ne travaille gratuitement. Donc, ayez dans votre esprit que comme vous rendez un service, il est normal qu'on vous paye un loyer. Ce qui vous aidera à vaincre les arguments de personnes qui vous disent « Oui, mais tu comprends, tu gagnes de l'argent sur le dos des locataires. » Non, pas du tout, c'est pas sur leur dos. On leur rend littéralement un vrai service, un service essentiel, les loger. Donc ça fait vraiment partie de cette histoire de comment comportez-vous en bailleur privé et non pas en bailleur social. La France est un des pays d'Europe qui compte le plus de logements sociaux. Donc n'en rajoutez pas une couche supplémentaire. Toujours dans le comment, méfiez-vous aussi des pièges de la défiscalisation. Là, c'est la fin du Pinel et les régimes de défiscalisation ont quand même assez largement faussé le marché de l'immobilier, notamment chez les promoteurs et les constructeurs. Ben oui, ils s'appuyaient sur cette béquille pour commercialiser leur programme. Maintenant qu'il n'y a plus le Pinel, ils sont en grande difficulté et ils râlent. Oui, mais le problème, c'est que l'avantage fiscal, bien souvent, n'était pas au profit du propriétaire bailleur, mais plutôt au profit du constructeur et de l'État. Pourquoi ? Parce que vous avez des plafonds de loyer et des plafonds de ressources, par exemple, comme c'était le cas pour le Pinel, mais les prix des logements étaient assez élevés et du coup, ce que vous alliez gagner en impôts se retrouvait dans le prix de vente, en partie. Quant à l'État, il était gagnant, puisqu'en fait, il vous faisait jouer à sa place le rôle de bailleur social. Oui, moi j'ai acheté un Robien, je vous le dis tout net, il y a 17 ans. Je me suis complètement fait avoir. Donc, ne faites pas cette erreur. En 2025, ne vous lancez pas, sauf évidemment, encore une fois, dans certains cas, si vous avez beaucoup d'argent, que vous ne savez pas quoi en faire, comment le placer, que vous voulez diversifier aussi dans l'immobilier parce que vous n'en avez pas assez, vous avez encore des mécanismes qui, dans certains cas, peuvent être intéressants, comme du Malraux, c'est dans les monuments historiques, mais sont des mécanismes très spécifiques et qui correspondent à une petite fraction d'investisseurs immobiliers. Toujours dans le comment investir, vous avez aussi des façons d'investir. Vous pouvez faire de la division pour augmenter la rentabilité de vos logements. Mais là encore, faites attention aux règles. On ne divise pas sauvagement des logements, sans faire de déclaration d'urbanisme, à peine d'être confronté aux problématiques de mairie, de compteurs, de création de parking, etc., etc. Certaines personnes se lancent dans la colocation. Pourquoi pas? D'autres dans le co-living, qui est encore un concept un tout petit peu différent, qui en général demande plus de moyens. Donc, en 2025, vous avez énormément de façons d'investir dans l'immobilier, encore une fois, à condition de respecter un processus assez strict, au moins dans sa forme. Pour le reste, 2025 sera encore une fois une bonne année pour l'immobilier. Alors, peut-être que ça baisse, mais dans une précédente vidéo, j'expliquais que finalement, on se moquait un peu des fluctuations du marché tant qu'on n'avait pas besoin de revendre. L'important, c'est que le locataire, vous êtes là pour faire de l'investissement immobilier, c'est que le locataire paye vos loyers. Alors, on peut rajouter des petites choses, prenez une garantie loyer impayé. Voilà, si vous voulez dormir tranquille, quand vous allez louer, prenez une garantie loyer impayé. Attention à la garantie Visale, n'oubliez pas que c'est vous qui payez la garantie Visale finalement, parce que c'est l'État, et l'État, c'est vous. Donc l'État n'a pas d'autre argent que celui du contribuable. Entre Visale et la garantie loyer impayé, j'ai tendance à privilégier la garantie loyer impayé. Il y a d'autres sociétés qui proposent d'autres solutions, c'est à voir.
je ne suis pas toujours convaincu par d'autres solutions. Une bonne vieille garantie loyer impayé, en lisant bien le contrat, il n'y a rien qui remplacera ça. D'accord? Après, évidemment, je n'ai pas la prétention dans une vidéo YouTube de vous dispenser des milliers d'heures de pratique professionnelle. C'est une évidence. Il y a énormément de points spécifiques sur lesquels vous devez vous pencher. Il y a des calculs que vous ne pourrez pas faire, des montages juridiques qu'il faut déléguer à des professionnels. Et c'est là qu'évidemment, en tant qu'avocat et investisseur immobilier, je me tiens à votre disposition. Je vous ai donné quelques astuces qui sont tirées de ma pratique professionnelle et aussi une vision que vous devez avoir à l'esprit en tant qu'investisseur immobilier. D'accord? Je pourrais dire plein d'autres choses. Associez-vous avec vos amis si vous avez du mal à emprunter, tout simplement. Il y a plein de choses à faire aussi dans ce domaine. Mais voilà, je vous ai donné des points essentiels. J'espère que cette vidéo vous aidera à investir utilement en 2025. Et bien sûr, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.